Hey, salut, c'est Justine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne, qu'on analyse la dernière vidéo de Justine Galis qui s'appelle « Je mange mes émotions, comment faire ?» Je trouve ça top qu'une feed girl parle de ce sujet-là. Je pense que ça va être super intéressant. Donc voilà, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit « Ah, je pense que ça va être... » Enfin, j'ai pas vu la vidéo quand j'ai vu la vidéo apparaître sur mon fil d'actualité. Je me suis dit que ça risquait d'être intéressant. Donc je vous propose qu'on analyse ensemble sa vidéo. Avant de commencer, je veux juste rappeler donc, que moi je suis coach en alimentation intuitive, que si je fais ces vidéos analyses, c'est pour qu'on puisse donner un peu de perspective, de prendre un peu de recul sur voilà, tout ce qui se passe autour de l'alimentation sur YouTube. Parce que finalement, sans qu'on s'en rende compte, il y a une espèce de norme autour du healthy qui s'est créée et c'est parfois difficile de s'en détacher. Donc voilà, mon but c'est juste de vous amener à vous poser des questions et de vous proposer d'autres pistes pour avoir d'autres éléments, pour juger, pour analyser et savoir si ce que vous regardez vous convient réellement ou pas. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de liker maintenant. À chaque fois j'ai ce commentaire là, mais je ne vous force pas à liker maintenant. C'est juste, voilà, si vous y pensez, si vous aimez cette vidéo plus tard, n'oubliez pas de la liker. On va commencer, sa vidéo elle fait 20 minutes, donc je vais essayer d'être pas trop longue. Hey, salut à tous, c'est Justine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va de votre côté aujourd'hui. On va aborder un point qui m'a été extrêmement demandé, mais avant ça, n'hésite pas tout de suite à t'abonner à la chaîne, ça te permettra de ne pas rater les prochaines sorties de vidéos et me soutenir également dans mon travail. Surtout si tu as l'habitude en plus de passer régulièrement. Donc si tu es concerné par le stress, l'anxiété, que tu manges souvent tes émotions, que tu es souvent victime voilà, de tes pulsions, que tu ne sais pas comment te contrôler et en plus de ça que ça commence à dicter ta vie, et je pense que tu es sur la bonne vidéo, ça va te plaire, tu verras. C'est parti. Alors je vous avoue que cette vidéo elle a été assez compliquée à tourner, je l'ai réécrite plusieurs fois pour trouver les bons mots, parce que oui, j'ai des notes pour ne pas tout oublier. Je tenais tout de suite à vous préciser que je vais forcément parler de mon expérience. Et je trouve ça important de préciser que c'est mon vécu, mon expérience et mon point de vue qui va être donné dans cette vidéo. J'ai souvent l'impression qu'il faut avoir fait Bac+10 en médecine, en psychanalyse, en neuropathie, je ne sais quoi, pour avoir le droit de donner son avis. Ce qui nous vient également à ce deuxième point qui est très important au début de vidéo. Je vais vous parler du contexte sportif également. Vous êtes sur une chaîne de fitness, donc je vais vous parler de cette approche de l'alimentation sans oublier forcément vos objectifs, si tel est le cas de votre côté. Ça va donner une touche supplémentaire à mon approche et voilà, il faut comprendre un peu le contexte de cette vidéo. Je trouve ça intéressant qu'elle veuille préciser que cette vidéo s'adresse finalement aux personnes sportives. Effectivement, sa chaîne, a priori, c'est plutôt une chaîne de fitness. Donc les personnes qui regardent cette chaîne sont des personnes qui sont intéressées par le fitness. Et je sais que quand j'ai fait ma vidéo où j'analysais une vidéo de Sissi Mua, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit en disant oui mais tu prends pas en compte le contexte, voilà c'est une feed girl donc forcément ces conseils sont adaptés aux feed girls. Oui, juste il faut rappeler aussi la réalité des choses aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui le fit, la musculation, c'est un peu une nouvelle normalité. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait que des fit girls qui regardent Justine Galis ou Sissi Mua. Sur Instagram et sur YouTube notamment, le fit, voilà, la muscu, le sport, c'est la nouvelle normalité et donc ça concerne des gens qui n'ont pas du tout un quotidien de fit girl et pourtant qui veulent aller vers là et donc qui vont regarder ces vidéos de Justine Galis ou Sissi Mua. Donc je pense que c'est important de réaliser ça, de prendre ça en compte et je pense que c'est aussi important de réaliser que même si on décide voilà, de mettre beaucoup de sport dans sa vie, de la musculation, voilà, de faire beaucoup de sport, on reste des êtres humains et ça ne nous différencie pas des autres êtres humains. Donc oui, notre alimentation, voilà, on va peut-être plus s'y intéresser, mais c'est pas parce qu'on mange pour avoir des objectifs sportifs que ça nous protège d'avoir des TCA. Au contraire, il y a beaucoup d'études qui font le lien entre des sportifs notamment de haut niveau et des troubles alimentaires.
Enfin voilà, je voulais juste insister sur le fait que ça me semble pas pertinent de séparer forcément les personnes qui ont des objectifs sportifs des personnes qui n'ont pas d'objectifs sportifs. Dans le sens où peut-être que les personnes qui ont des objectifs sportifs n'ont pas conscience de l'impact que peut avoir une pression sur l'alimentation, sur le corps, sur sa santé mentale, et que si elles étaient au courant, peut-être que leurs priorités changeraient ou pas. Mais ça me semble quand même intéressant qu'elles aient conscience de tout ça, en fait, de la réalité, des conséquences de ce qu'elles mettent en place. De tout écouter. Comme je vous en parlais dans la vidéo, mes 7 conseils spéciaux ventre plat, je suis d'une nature extrêmement stressée. Je mange mes émotions, beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais c'est pas quelque chose qui disparaît comme ça avec une vidéo YouTube, une pilule magique ou 2-3 conseils. C'est un problème qui est difficile à régler parce que vous allez comprendre dans cette vidéo, les causes sont plus profondes que le simple rapport à la nourriture. Déjà, sachez une chose, c'est que manger vis-à-vis de ses émotions de l'instant, de son humeur, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, tout le monde le fait. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus refouler, sachez-le, c'est normal. Là où ça devient malsain, où ça devient compliqué, c'est quand la nourriture vient contrebalancer vraiment ces émotions, qu'elle vienne presque les compenser comme une espèce de pansement. Finalement, manger ses émotions, ça peut être aussi manger par ennui. Peut-être que ça a été votre cas d'ailleurs pendant le confinement, ou ça peut vous arriver dans une période où vous faites un peu chier, on va dire ce qui est, par mélancolie, par tristesse. Pour compenser cette sensation désagréable ou de profonde solitude ou de profonde tristesse ou dépression, on va vouloir compenser avec de la nourriture, parfois aussi des choses un peu sucrées, tout ça. Vous savez, le sucre c'est addictif, le sucre industriel, et sur le moment ça nous fait des pics pas de bonheur, il y a des réactions chimiques, tu vois ce que je veux dire, ça trompe un peu nos sens, et on pense compenser des périodes de malheur par la bouffe et l'effet parfois un peu euphorisant que peut avoir certains aliments. On peut aussi manger pour célébrer, c'est-à-dire que tous les soirs à la fin du travail on se dit oulala j'ai tellement douillé, ou j'ai fait une super journée, ou j'ai fait une journée de merde, je vais aller à l'apéro avec mes collègues, je vais aller m'enfiler une planche de charcutes, du fromage et des bières, je l'ai bien mérité. Et puis après, finalement, on a parfois du mal à s'arrêter, on se dit, oh, une de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Perdu pour perdu, allons-y, remets-en une tournée, Jackie. Ou n'importe quel facteur extérieur va influencer sur ton rapport à la nourriture. Vous pensez être seul à vivre ça? Détrompez-vous. Dans notre monde moderne, là, actuellement, où le stress, il est omniprésent, où on n'a pas été éduqué à l'école sur comment manger avec des bases de nutrition, c'est des choses qu'on n'apprend pas du tout. La plupart des foyers européens, mondiaux, n'ont pas forcément tous des bases en alimentation, à moins d'avoir quelqu'un dans le foyer qui soit spécialiste dans ce domaine. Et j'en viens à cette réflexion-là, on n'a pas tous le même contexte social, la même éducation, la même culture, qui va beaucoup influencer finalement sur notre rapport à la nourriture. J'en reviens au foyer, quelqu'un qui a été élevé dans un foyer où la... Alors là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, je ne savais pas où couper, tout s'est enchaîné trop vite. À un moment donné, elle parle donc, elle introduit la nourriture émotionnelle, et c'est très intéressant parce qu'elle essaye de normaliser ça, et je trouve ça top. Parce qu'effectivement, la nourriture émotionnelle, manger ses émotions, c'est complètement normal, tout le monde le fait, et il n'y a pas de raison de diaboliser. En fait, c'est un mécanisme complètement naturel. La nourriture peut être utilisée pour gérer ses émotions, comme on peut utiliser d'autres manières pour gérer ses émotions. La problématique, elle se pose quand on utilise la nourriture pour gérer ses émotions, mais que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, je sais pas, je me dis j'ai envie de manger un brownie pour m'apaiser parce que là, ça va pas. Et qu'en fait, quand je le mange, ça ne fonctionne pas. J'ai juste envie d'en manger plus, j'ai juste envie de culpabiliser. Mon problème, il est toujours là, et du coup, en plus d'être toujours là, je culpabilise. Donc effectivement, cette nourriture émotionnelle ne fonctionne pas. Mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire que cette nourriture émotionnelle, il faut l'enlever. Ça veut dire que si ça génère autant de culpabilité, c'est que le rapport à la nourriture, il est compliqué, et qu'on n'est pas ok avec le fait de manger, dans le sens où on moralise encore beaucoup la nourriture parce qu'on se sent coupable de manger quelque chose. Donc voilà, si ça vous arrive, là c'est vraiment sur le rapport à la nourriture qu'il faut travailler. Après, il y a un autre cas où la nourriture émotionnelle ne nous est pas bénéfique, c'est quand on utilise que la nourriture pour gérer toutes nos émotions au quotidien. Et donc forcément, nos émotions, elles veulent dire quelque chose, et si la nourriture est notre seule façon de gérer les choses,
ben voilà, ça ne va pas s'améliorer, on ne va pas travailler dessus et sur le long terme, ça ne va pas nous mener là où on a envie d'aller. Là, effectivement, c'est intéressant de travailler sur ses émotions, mais bien souvent, avant ça, il y a déjà ce problème de culpabilité et c'est pour ça que j'insiste autant sur, moi dans mes vidéos, dans le rapport à la nourriture, parce que toute cette culpabilité, toutes ces émotions négatives que génèrent les prises alimentaires qu'on a, ben finalement elles sont pas liées à nos émotions, au stress, à tout ça, elles sont liées à notre mauvais rapport à la nourriture. La culture familiale tourne finalement autour de la nourriture très grasse, très sucrée, très très riche et qui va dire ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon bagage culturel. Pour moi c'est quelque chose de très important et du coup j'y mets une connotation positive. Et vous avez pas tort. Moi chez les Arméniens, je peux vous garantir qu'il y a des trucs qui sont pas tout le temps healthy. Et il va pas avoir le même rapport à la nourriture que quelqu'un qui va être élevé dans un foyer où par exemple il y a un diététicien, un coach ou quelqu'un qui est expert dans l'alimentation ou des gens qui ont été élevés avec des réflexes plus healthy lifestyle, plus sain que la moyenne. Et ça, nous, en tant que personne, on le décide pas à la naissance. On décide pas où on va naître. Moi, par exemple, je suis issue d'une famille totalement normale, enfin, ce que je considère de normal, c'est-à-dire que, comme beaucoup de foyers français, après ça fait un peu cliché de dire comme ça, mais bon, c'est mon ressenti. Les parents, ils achetaient la baguette de pain tous les jours, on avait du fromage dans le réfrigérateur, toujours un pot de Nutella dans le placard. Après, ici, il y a plein de trucs qu'on a plus avec Thibaut, mais on a toujours un paquet de chips dans le placard avec un saucisson. Mais mes parents, ils cuisinaient beaucoup de féculents, les repas n'étaient pas toujours équilibrés. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ça quand j'ai commencé à faire du fitness, que j'ai commencé à faire attention à mon alimentation au bout de la 2e année pour avoir plus de résultats et que je me suis rendu compte que mon alimentation n'était pas vraiment équilibrée. Il n'y avait pas beaucoup de légumes, beaucoup de pâtes, beaucoup de viande. Il est très important pour moi dans mes vidéos d'avoir cette notion qu'on n'a pas tous la même charge mentale. Et c'est pour ça que quand on dit sur le papier 2 entraînements identiques à 2 personnes qui ont le physique identique, on va pas du tout forcément avoir les mêmes résultats parce que moi j'englobe tout le contexte, tous les critères de vie. Et notre enfance, la manière dont on a été éduqué, tout ce qui va générer notre cercle familial, notre cercle proche, va impacter notre rapport à la nourriture, même si on s'en rend pas compte. Alors ça c'est intéressant parce que là elle parle surtout de qu'est-ce que nos parents nous ont fait manger finalement. Notre culture alimentaire, est-ce qu'on a eu l'habitude de manger équilibré ? Et souvent, on pointe du doigt cette éducation alimentaire pour expliquer qu'aujourd'hui, soit on a des troubles alimentaires, soit on mange nos émotions, soit on ne sait pas quoi manger. Alors que, en réalité, je pense que, effectivement, l'éducation alimentaire, je pense que c'est très intéressant. Et que, par exemple, je sais pas, avant on avait des cours de cuisine, des trucs comme ça. Je pense que ça serait super positif si aujourd'hui c'était toujours le cas, si tout le monde avait le droit à des cours de cuisine. Mais le problème, c'est que je pense que dans notre société actuelle, les cours de cuisine, ça serait des cours justement de diététique dans le sens comment manger healthy. Alors que je pense que ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir des cours de cuisine pour se reconnecter en fait à l'alimentation, à la nourriture, aux aliments et justement normaliser tout ça. Et malheureusement, je pense qu'on serait beaucoup plus dans la diabolisation de ça c'est bien, ça c'est mal. Et c'est là où je voulais en venir. Je pense que dans l'éducation familiale au niveau de l'alimentation, ce dont on ne parle jamais, et je pense que, alors que ça prend beaucoup de place, je pense, c'est que au-delà de ce que nos parents nous ont proposé à manger, je pense que c'est intéressant de regarder ce que nos parents nous ont inculqué, nous ont transmis comme message au niveau justement de notre rapport à notre alimentation, de notre rapport au corps. Que ce soit vis-à-vis de nous, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. Est-ce qu'il y avait des remarques jugeantes sur les différents aliments ? Est-ce qu'il y avait des remarques jugeantes sur le corps, même si c'était leur corps ? Je sais pas, ta mère qui fait des régimes tout le temps, ta mère qui se plaint d'être trop grosse et de vouloir perdre du poids, s'il y a une personne de ta famille qui mange différemment à table, si on t'empêche de te resservir ou au contraire si on te dit allez resserre-toi, t'en as besoin. Voilà, je pense que c'est intéressant de regarder tout ce qu'il y a autour du rapport à l'alimentation et du rapport au corps, tous ces messages que notre famille nous a envoyés et qu'on regarde pas seulement qu'est-ce qu'on a mangé en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont fait manger. Les deux sont intéressants, mais en fait,
moi je pense pas qu'on a besoin d'avoir un diététicien dans la famille pour manger healthy. J'ai énormément d'exemples autour de moi de personnes qui ont mangé dans des familles qui proposaient pas du tout de la nourriture healthy et qui sont mais au top des mangeurs intuitifs. Enfin, qui justement ont vécu avec des tas de Kinder Bueno dans leur placard et qui aujourd'hui mangent un Kinder Bueno tous les 1000 ans, quoi. Enfin, parce que justement, la nourriture a été tellement normalisée, a été tellement... bah ouais, c'est de la nourriture, j'en mange quand je veux. Pourquoi je me jetterais dessus, en fait? Et souvent, ces personnes-là, justement, elles n'ont eu aucune influence, aucune remarque sur leur alimentation, sur leur corps. Il n'y a eu aucune culpabilité, aucun jugement sur ce qu'elles mangeaient ou pas et sur à quoi elles ressemblaient ou pas. Et donc voilà, je pense que c'est intéressant quand on considère l'histoire familiale de vraiment penser à tout ça au lieu de seulement penser à qu'est-ce que ma famille m'a fait manger. Tous à un moment donné besoin de combler nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, par autre chose, et ça passe souvent par la bouffe. Et quand vous faites ce style de craquage, finalement après vous culpabilisez. Et vous dites, allez, demain, je reprends tout à zéro, faut que je compense absolument cet écart que j'ai fait. En plus, on voit sur YouTube tout et son contraire en termes d'information, donc c'est hyper dur de pouvoir s'y retrouver. On est perdu, clairement, faut dire ce qui est, et je suis désolée, il y a beaucoup de vent, j'ai peur que ma caméra elle tombe, le trépied elle est en place. Si vous me voyez des fois avec les yeux qui tressautent, parce que j'ai peur qu'il y ait un truc qui tombe sur la caméra, je suis désolée. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on mange nos émotions? C'est une question que j'ai mis du temps à me formaliser, c'est même une question que je ne me suis pas posée tout de suite. Parce que pour moi, c'était juste lié à la gourmandise, du grignotage pendant longtemps. Et à un moment donné, j'ai eu une discussion avec Thibaut, mon chéri, à ce sujet-là. Il m'a posé cette question, il me dit, mais lui qui n'a pas du tout ce rapport-là avec la nourriture, justement de son contexte familial, il me dit, mais pourquoi t'as besoin, quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à vivre ensemble, pourquoi t'as besoin d'un coup de te jeter sur de la bouffe? D'ailleurs, le pseudo Justine Ventre, il sort pas de nulle part, Jeannette. On en fait des blagues et des blagues, mais la vérité, c'est qu'au fond, j'avais un rapport un peu compliqué à ma nourriture. Thibaut, il a été élevé dans un contexte de vie de sportif. Ses cousins sont sportifs, ses parents sont sportifs, ses oncles et tantes sont sportifs. Moi, c'était pas du tout le cas. Je suis d'une famille où on joue au piano, on chante, on fait du théâtre. T'as compris? Après, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais moi, j'ai quand même l'impression que ces problèmes-là viennent souvent des femmes. Alors, est-ce que c'est lié aux hormones ou au fait aussi peut-être qu'on a une plus grosse pression sur le corps de la femme que chez les hommes? Je pense que ça doit jouer aussi. Après, dites-moi en commentaire si vous, messieurs, c'est des questions aussi que vous vous posez. Ça serait super intéressant d'avoir aussi votre point de vue. Parce que ouais, il y a quand même... En tout cas, quand on regarde les études, clairement, le rapport au corps a un impact direct sur le rapport à l'alimentation. Je pense que c'est important de parler des études qui existent parce que bien souvent, on analyse notre propre cas, voilà, on regarde autour de nous et c'est normal. Mais je pense que c'est important de prendre un petit peu de recul et de réaliser qu'il y a des études qui ont été faites sur tous ces sujets-là et que plus on a un mauvais rapport à notre corps, plus on a des chances de développer un mauvais rapport à notre alimentation. Et ben, clairement, comme elle le dit très justement, la pression sur le corps est présente chez tout le monde, mais est beaucoup plus présente chez les femmes, ou en tout cas concerne beaucoup plus de femmes aujourd'hui. Et donc, c'est pas juste un peut-être que ça influence, c'est prouvé, il y a plein d'études qui le montrent. Donc oui, c'est important à considérer, c'est essentiel. Et d'ailleurs, je pense que là, quand elle parle de la famille de son copain qui est super sportif et tout ça, en fait, je pense que les familles de sportifs comme ça, on pourrait dire, ben voilà, ils ont sûrement eu un rapport au corps ou un rapport à l'alimentation compliqué vu qu'ils sont sportifs. Mais en fait, pas du tout. Enfin, j'en sais rien, évidemment, je ne connais pas sa famille. Mais souvent, ça me rappelle la vidéo que j'ai faite avec Chloé, qui raconte son quotidien de mangeuse intuitive. Je vous invite à aller la regarder, d'ailleurs, c'est super intéressant. Elle vient aussi d'une famille de sportifs, mais en fait, le sport, ici, il est abordé vraiment dans une reconnexion à son corps, dans un truc super positif, dans une optique vraiment de prendre du plaisir à bouger, à faire du sport, à découvrir des nouveaux trucs. Et bien souvent, ce qu'on voit, c'est que la nourriture, derrière, elle n'est pas du tout diabolisée. Bien souvent, la nourriture, finalement, c'est pas trop un sujet, en tout cas pas un sujet de diabolisation ou de moralisation. Donc encore une fois, je pense que au-delà de regarder qu'est-ce qu'on faisait concrètement au quotidien dans notre famille,
c'est important de regarder quel était le rapport de notre environnement familial avec la nourriture, avec l'apparence, tout ça. Une sacrée pression sociale sur la femme. Même moi, en tant que fit girl sur les réseaux sociaux, influenceuse fitness, je suis constamment attaquée, vous l'avez vu parfois en commentaire, sur mon physique. Alors que je suis sportive, je me sens bien dans ma peau, moi je me trouve très bien comme je suis, je veux encore progresser, mais les gens ils te diront toujours que t'es pas assez shredding, assez musclé, assez ci, assez ça. Quand même assez triste. Alors on voit souvent la nourriture du coup, soit comme une punition, soit comme une récompense. Et la punition, et c'est vraiment dur de dire punition, quand on fait un régime. Et l'abus de contrôle dans un sens ou dans un autre, c'est là qu'on tombe dans des extrêmes et que c'est mauvais pour notre santé, pour notre bien-être même mental. Quelle est l'origine du mal? Oui, ça fait un peu film d'horreur. D'ailleurs, je crois qu'il y a un film d'horreur qui s'appelle comme ça. Je crois que c'était Annabelle. Il était horrible, ce film, horrible, traumatisé. Du coup, t'as compris, c'est ton pire ennemi, le chétan. Je me mets vraiment à nu en repensant à toutes les conversations que j'ai eues avec Thibaut à ce sujet-là, pour aller essayer vraiment de creuser. Il m'a posé des questions. C'est un homme très, très intelligent qui n'est pas juste sur la surface, l'esthétisme physique, etc. C'est une approche qu'on a beaucoup sur nos réseaux, sur nos programmes et dans notre vie personnelle, forcément. C'est très tabou comme sujet parce que quand on est influenceur fitness, il faut rester sur son piédestal, il faut donner l'exemple. Alors autant on nous reproche de montrer des fois qu'on est trop parfait, que c'est pas la vraie vie, que c'est fake, mais autant dès que tu te montres un peu plus vulnérable, et tu es lynché sur la place publique par les coachs, les diététiciens, les nutritionnistes, puis que sais-je, qui t'accusent d'avoir des TCA et de les transmettre aux autres. Et c'est très compliqué de parler de ces sujets-là. Alors moi j'ai fait une analyse avec Thibaut sur ma vie personnelle et du coup c'était intéressant pour moi de vous en parler dans cette vidéo parce qu'il y a 7-8 ans, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé trouver une vidéo comme celle-là sur YouTube. Ça m'aurait énormément aidé, ne serait-ce que de parler de ce sujet-là. Parce que c'est un combat de tous les jours, c'est un combat qui se fait ici plus que dans le ventre. À un moment donné, je me suis posée avec Thibaut et je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette réaction à la nourriture? Pourquoi, dès que je vais quelque part, dès qu'il y a un buffet, j'ai besoin de manger, pas forcément énormément, mais de manger tout de suite parce que j'ai peur de manquer. J'ai pas vécu dans la pauvreté. J'ai jamais manqué de rien. J'ai été élevée dans l'amour, mes deux parents sont toujours ensemble. Mais j'ai cette putain d'impression de toujours avoir peur de manquer. C'est valable pour l'argent, j'ai toujours peur, même si je gagne mieux ma vie, de toujours manquer d'argent. J'ai toujours peur qu'un jour quelqu'un vienne et me reprenne quelque chose. La nourriture, c'est ça. J'ai toujours eu profondément peur des frigos vides. Dès qu'il restait 2 steaks, 3 légumes et du riz, je peux déjà manger encore pour 2-3 repas. J'ai mis très longtemps, et ça Thibaut m'a beaucoup aidé à me détendre, d'avoir le syndrome des placards remplis. Et je sais pas pourquoi. Maintenant que j'ai creusé un petit peu plus sur ces problématiques-là, je sais d'où ça vient et je suis en train d'essayer de régler ces problèmes-là parce que j'essaie d'en prendre conscience. Mais si on n'en avait pas parlé, lui et moi ensemble, c'est vrai que j'aurais jamais pensé de ma vie me poser ces questions-là pour comprendre pourquoi j'avais ce rapport-là à la nourriture. Alors que pourtant, je vis dans l'opulence, je suis privilégiée, j'ai un toit sur la tête, je gagne bien ma vie, j'ai rien pour me plaindre, j'ai jamais vécu une journée sans un repas, j'ai jamais été à la rue, j'ai jamais été dans le besoin. Et Thibaut m'a quasiment sauvée là-dessus, vraiment. Je pense que vous vous rendez pas compte de l'impact qu'a mon homme dans ma vie et positivement parlant. Combien derrière chacune des vidéos que je partage dans ma chaîne, il est là avec comme un petit ange sur mon épaule. Il m'a sauvée, Thibaut. J'avais un rapport avec la nourriture, je sortais de plusieurs années de fitness bridé par les réseaux sociaux qui me parlaient compétition, faut faire des sèches, faut faire des diètes. Et il m'a réappris à manger plus, manger mieux. C'est son slogan, c'est pas pour rien. J'ai réappris à prendre plaisir à manger sainement et ne plus le voir comme une contrainte ou comme une punition ou comme un régime. Parce qu'on est justement perpétuellement dans cette culture du régime. Moi, le nombre de fois où j'entends des gens qui sont pas forcément dans le sport, en plus de ça, qui disent « Oh, j'ai craqué pendant ma semaine, je vais refaire un régime, et puis je vais manger salade, je vais sauter des repas, enfin tout ce qu'il faut pas faire en fait finalement. » Les réseaux sociaux aident pas, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les fit girls participent à ça, alors qu'au contraire, et je trouve que ça se fait encore plus ces dernières années, après tout dépend de comment s'interpréter, toujours, mais on parle beaucoup plus de lifestyle, de bien-être, surtout chez les influenceuses femmes. On parle d'objectifs physiques atteignables, réalistes et sains, et après on essaye d'ajuster la nutrition pour atteindre ces objectifs, bien entendu. Et même si elle se rend compte que les régimes, que la culture des régimes, cette envie de tout contrôler absolument, lui a été néfaste. Et justement, elle explique que son mec l'a aidé à normaliser un peu tout ça, à prendre conscience que elle avait besoin de manger. Donc c'est top de réaliser tout ça. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on en est un peu là où on rejette ce culte des régimes, ce culte de la minceur qui va trop loin et on n'a plus envie d'être là-dedans. Mais je pense qu'il faut aussi réaliser que même si on n'a plus envie d'être là-dedans,
il y a quand même ce contrôle et cette pression qu'on se met qui est malgré tout là, malgré un lifestyle plus souple, beaucoup plus bienveillant, malgré tout la culpabilité, le jugement, la moralisation des aliments, elle est quand même très très présente, même si on a flexibilisé tout ça. Et j'ai pas du tout envie de jeter la pierre à qui que ce soit les fit girls ou à n'importe qui d'autre. Je pense juste que c'est intéressant d'y réfléchir en fait. Est-ce que vraiment on est sorti du culte de la minceur, du culte de l'apparence, du culte du manger sain? Oui, on est sorti du culte de manger rien et de manger fade. Clairement, on en est sorti, je suis complètement d'accord. Mais on peut pas nier qu'aujourd'hui, on est quand même encore dans ce culte du manger sainement, du manger bien, de faire attention. Et je sais très bien qu'à ce moment-là, on va me dire, bon, d'accord, donc on va manger des Big Mac tous les jours. Non, c'est juste, ma question c'est, même si ce qu'on voit, c'est qu'on mange différemment et qu'on mange plus équilibré, est-ce que notre approche derrière, elle a changé? Est-ce que notre démarche, en fait, derrière a changé? Est-ce que l'intention qu'on met derrière notre alimentation, elle est différente d'avant? Oui, elle est moins extrême. On a moins envie d'aller vers des corps très très minces. On a moins envie d'aller vers une alimentation très pauvre en calories. Mais l'intention qui était de perdre 2-3 kilos, de correspondre à un certain idéal de beauté, ben elle est toujours là. Et même aujourd'hui, je dirais que à tout ça s'ajoute cet idéal de santé qu'on doit atteindre. Donc je pense que la pression qu'on se mettait à l'époque et la pression qu'on se met aujourd'hui, même si ça ne se manifeste pas de la même façon quand on regarde ce qu'on mange, je pense pas que la pression elle est diminuée. Je pense pas que les femmes aujourd'hui se mettent moins la pression qu'avant pour changer leur corps. C'est simplement que l'idéal de beauté a évolué au fur et à mesure des années. Avant c'était un corps mince, aujourd'hui c'est un corps fit, l'objectif de tout le monde. Je sais pas comment vous ressentez les choses vous au quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que cette pression du corps de la femme, elle est partie ou est-ce qu'elle est encore là malgré tout, même si on a l'impression qu'elle est moins intense? Si on parle de cheat meal, faut pas voir ça comme un repas imposé, un repas qu'on se prive toute la semaine. On essaie d'expliquer aussi à des gens qui n'ont pas du tout de notion d'équilibre que se faire plaisir est important, mais se faire 2 fast-food par semaine, ok, mais tous les jours, ça aura un impact, non seulement sur leur physique, mais aussi sur leur santé. Et ça, c'est une réalité. C'est pas qu'une question de mauvaise habitude, c'est pas qu'une question de je suis bonne vivante ou bon vivant, ou je suis gourmand, ou avec des termes un peu qui ne nous caractérise pas finalement. Faut aller chercher au fond des choses. Il y a plein de corps de métier qui vont pouvoir vous aider parce qu'à un moment donné où un travail seul n'est pas forcément suffisant, où on peut avoir aussi besoin d'aide. Moi, il y a eu des périodes où j'ai eu besoin d'en parler avec des personnes compétentes, des psys, ça peut être aussi des nutritionnistes, des diététiciens. Moi, j'englobe vraiment tous les corps de métier. Je vais même parler aussi un peu des médecines alternatives, magnétiseurs, acupuncteurs. Je laisse le champ des possibles. Je sais que les gens ils aiment bien dire non, il y a que ceux qui ont le diplôme d'état qui peuvent aider, mais j'en ai vu des diététiciens diplôme d'état qui m'ont sorti de ces merdes qui étaient à la vieille école et qui sortaient des trucs de Mathusalem. Donc depuis, j'ajuste un peu mon discours, excusez-moi. Alors oui, vous allez me dire j'ai pas le temps de faire une introspection, j'ai pas le temps de réfléchir à tout ça. C'est plus facile en fait finalement d'aller acheter des produits de merde sur internet en placement de produits de gens de télé-réalité qui vont te vendre une gaine, une pilule magique ou un abdo stimulateur de mes genoux que je vous ai mis dans cette vidéo là, les pires placements de produits de télé-réalité. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'il est important de s'aimer soi-même et de comprendre ces choses là profondes. C'est pas en devenant mince qu'on vous allez être heureux. Alors bien sûr qu'il y aura de la gratitude en atteignant nos objectifs physiques pour se sentir mieux dans sa peau, pour être fier de son travail, de ses efforts, mais c'est pas une finalité en soi. Parfois on se moque de moi avant après. C'est intéressant parce que cette notion de confiance en soi, de bonheur d'être soi au-delà de l'apparence, elle revient de plus en plus dans les vidéos. Donc je trouve ça cool parce que clairement c'est pour moi le sujet central en fait. Le sujet central, sauf qu'à chaque fois je suis un peu frustrée parce que on va pas assez loin. On va pas assez loin, c'est-à-dire qu'on réalise que oui, en fait, notre bonheur, il dépend pas de notre apparence, ou en tout cas pas dans ces cas-là, ou dans tous les cas, on reste dans une norme
accepté par la société. Mais à chaque fois, il y a toujours une limite en fait. Il y a toujours une limite parce qu'il y a la santé, parce que... En fait, j'ai l'impression que c'est comme tout, on flexibilise énormément le discours, on est beaucoup plus bienveillante, on est beaucoup plus centré sur l'humain et moins sur tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça, genre on est un robot. Donc c'est cool, mais en tâche de fond, il y a quand même toujours cette pression du corps, de l'apparence. Et on peut pas nier que cette pression, elle est quand même très très présente, elle fait quand même... elle prend beaucoup de place dans notre quotidien en fait. Et ça, je pense que c'est une réalité. Et finalement, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit que c'est une réalité. Pour moi, la seule question intéressante, c'est est-ce que c'est votre réalité ou pas? Est-ce que vous avez l'impression que la pression que vous vous mettez sur votre apparence, elle prend beaucoup de place dans votre vie ou pas? C'est tout. Finalement, peu importe la réalité des autres. Parce que si c'est le cas, c'est clairement sur ça qu'il va falloir travailler. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de ces sujets sur le fait d'avoir confiance en soi, peu importe notre apparence, en tout cas que ça ne devrait pas dépendre de notre apparence, on fait toujours une vidéo sur ça, et puis après on revient quand même beaucoup sur l'apparence au quotidien. Et du coup c'est difficile de faire vraiment ce travail-là de manière sincère et honnête et d'aller jusqu'au bout. Donc forcément, ça paraît plus humain, mais en réalité, cette pression sur l'apparence, elle est toujours très très présente en tâche de fond. Après, qui a mis 4-5 ans à se faire, mais moi parce que justement j'ai eu besoin de faire cette démarche psychologique, d'aller creuser, de savoir pourquoi je faisais les choses, si j'en avais vraiment envie, vers où j'allais. Oui, physiquement, j'aurais pu faire ce que j'ai fait en 5 ans, en 1 an, mais ici j'étais pas prête. Et j'ai eu besoin de ces 5 ans, comme toi tu auras peut-être besoin de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, tout dépendra de ton bagage. Il n'y a pas une règle définie pour la transformation physique. On peut avoir des résultats en quelques mois, en étant cadré avec un programme sportif et alimentaire, etc. Mais si vous voulez le bonheur, si vous voulez l'épanouissement, si vous voulez régler certains troubles alimentaires, il faudra passer par là. Donc même quand moi je vous poste des vidéos pour avoir le ventre plat, pour vous aider à vous affiner, ou avec des conseils spécifiques par objectif, prendre du muscle, perdre du gras, etc. C'est pas pour ressembler à des mannequins dans les magazines ou à des compétiteurs de bodybuilding. C'est pour être un peu mieux dans votre peau, dans vos baskets. Ça veut pas dire atteindre un idéal. Vouloir perdre du poids ne veut pas dire devenir ultra mince. En fait, donc là, ça supporte un petit peu tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que on ne cherche plus à aller vers un idéal de beauté qui est la minceur, mais aujourd'hui, l'idéal de beauté n'est plus la minceur. Ce n'est plus ça, les gens n'ont plus envie d'être très minces, les gens ont envie d'être fit. Honnêtement, moi, toutes les personnes qui viennent me parler ne veulent pas faire un 34-36. Absolument personne ne m'a dit ça. Au contraire, à chaque fois on me dit non mais moi j'ai pas envie d'être ultra mince, j'ai pas envie d'être mannequin, j'ai juste envie de faire tant de kilos. Ça va toujours être un objectif raisonnable, exactement comme elle le présente là en fait. Mais on se rend pas compte que même si ton objectif c'est de perdre 2-3 kilos, ça fait combien d'années que tu veux perdre 2-3 kilos? Ça fait combien d'étés que tu veux perdre 2-3 kilos? En fait, quelle énergie mentale ça te prend au quotidien, semaine par semaine, année par année? Ce qui est intéressant là, c'est cette intention derrière, cette volonté de toujours vouloir changer ton corps, de toujours vouloir un corps un peu plus parfait qu'aujourd'hui, même s'il ne correspond pas à une perfection de mannequin. Cette pression, elle est là, au quotidien, dans ta vie. Et en fait, cette pression, elle suffit complètement à avoir un impact forcément sur ton rapport à ton alimentation. Parce que si tu as envie de changer ton corps, forcément, naturellement, ça va impacter ton alimentation, tu vas te mettre la pression, tu vas culpabiliser, tu vas catégoriser les aliments. Et voilà, ça suffit en fait. Je pense qu'il faut arrêter de penser que c'est que quand on a des objectifs. Je pense qu'il faut arrêter de penser que c'est que quand on a des objectifs irréalisables que c'est un problème et que ça a un impact sur notre rapport à notre alimentation. Pas du tout. Et ce culte de la minceur, aujourd'hui, il a évolué. En fait, c'est juste que le culte de la minceur il y a 10 ans et le culte de la minceur aujourd'hui, c'est plus le même. Mais derrière, c'est exactement la même démarche.
L'amalgame est souvent fait. Mais pareil, on peut tomber dans des extrêmes et le sport va venir, au même titre que la nourriture, compenser certaines névroses et on va le faire même à l'extrême, à outrance, de manière extrême. Et là, ça va devenir également nocif, que ce soit physique, mais que ce soit aussi mental. Vous vous souvenez, il y a un terme qui s'appelle la bigorexie, c'est le fait de devenir accro au sport. Là aussi, c'est une forme de dépendance émotionnelle pour compenser quelque chose. Mais bon, le sport, c'est toujours quelque chose que je vous recommande d'avoir dans votre vie parce que, ne serait-ce que pour les endorphines, déjà quand vous vous sentez malheureux, allez faire une séance de sport, ça fait du bien parce que les endorphines vont être là pour vous amener des sensations de bien-être et de bonheur qui vous éviteront de vous jeter sur la première tablette de chocolat venue pour compenser vos émotions. Moi, quand j'étais très en colère, quand j'étais mal dans ma peau, je me suis mise au sport parce que j'avais la haine, parce que j'avais la rage et ça m'a calmée. Quand je sortais du sport, je me sentais bien, je me sentais accomplie, même si je faisais pas encore tout parfaitement. On en vient à... Là encore, je trouve ça un petit peu... Enfin, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que oui, le sport, théoriquement, c'est très bien. Ça apporte plein de choses positives, mais tout dépend de notre parcours, en fait, de notre situation. Il y a des personnes, ce qui va être bon pour leur santé, ça va être d'arrêter complètement le sport, complètement. Parce que leur utilisation du sport, elle n'est pas du tout saine. Elle est là pour compenser, elle est là pour justement équilibrer leur rapport alimentaire, pour compenser les compulsions. Et du coup, en continuant le sport, elle reste dans un cercle vicieux de je mange ça, merde, j'aurais pas dû manger ça, je compense et je me remets dans un objectif de perte de poids et de faire attention à mon corps. Et du coup, je craque, je mange trop, je culpabilise et on recommence. En fait, le sport peut faire partie intégrante de ce cercle vicieux-là. Et donc voilà, il n'y a juste pas de vérité sur le sport. On a tendance à dire que le sport, c'est bon pour la santé. Oui, mais en fait, tout dépend de la situation de la personne, tout simplement. Point essentiel, c'est que même si vous avez toutes les bonnes intentions du monde, si vous n'avez pas les bons outils ou que vous ne savez pas comment les utiliser, ça ne fonctionnera jamais. Je déplore vraiment de voir sur les réseaux sociaux des gens qui disent oui, mange, écoute ta faim, écoute ton corps, fais les choses de manière naturelle. Mais aller dire ça à quelqu'un qui n'a pas de notion de son propre corps, qui ne sait même pas ce que c'est que manger normalement, qui pense que manger normalement et écouter ses envies, c'est justement être sujet à ses émotions, qui va manger des fast-food tous les jours parce qu'il pense que ça le rendra plus heureux, il va pas comprendre ce que c'est que manger naturellement dans le cadre de sa santé et je trouve ça un peu utopique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour quelqu'un de non initié, monsieur et madame tout le monde, quelqu'un qui n'a pas de diplôme ou de connaissances ou de formation dans ces domaines-là, de nutrition, psychologie ou de coaching, il va être très difficile de faire tout en autodidacte correctement. Sinon, ça se saurait, on n'aurait pas besoin de spécialistes en nutrition, pas besoin de conseils, les gens ne seraient pas autant perdus, on n'aurait pas de plus en plus de personnes en surpoids. Alors, là il y a deux choses intéressantes. Je pense qu'il y a quand même un mythe autour de l'équilibre alimentaire. Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'elle dit que, voilà, en gros, si t'as pas de diététicien dans ta vie, dans ton entourage proche, qui peut t'aider à savoir quoi manger, tu vas manger des fast-foods tous les jours. Je pense que si vous regardez dans votre entourage, il y a plein de gens qui savent très bien quoi manger, qui n'ont jamais été voir un diététicien et qui savent comment équilibrer leur repas et qui le font naturellement. En fait, tout le monde sait qu'il faut manger des légumes, qu'il faut manger des protéines, qu'il faut manger des féculents. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pensent que manger des Big Mac tous les jours, c'est une alimentation normale? Je pense pas. En fait, tout le monde est au courant de ces principes de nutrition. C'est assez rare. Enfin, honnêtement, dites-moi si vous connaissez des personnes pour qui c'est complètement normal et sain de manger des Big Mac tous les jours. Donc je pense qu'il faut faire attention à cette croyance que les gens n'ont aucune éducation alimentaire. Au contraire, je pense que les gens ont une éducation alimentaire, savent très bien quoi manger. Mais là, les personnes dont elles parlent, quand elles parlent d'elles-mêmes par exemple, en fait c'est ça, c'est justement le problème, c'est qu'elles savaient très bien quoi manger, mais n'arrivaient pas à manger de cette façon-là. Et donc quand au début elle dit je comprends pas comment on peut conseiller de manger en fonction de sa faim et de sa satiété et de manger ce qui nous fait envie parce que ça se régulera tout seul, je pense qu'il y a vraiment une incompréhension. Je vais pas revenir dessus parce que je pense que je suis revenue dessus dans plein de vidéos et que c'est beaucoup trop long à chaque fois. Mais il faut bien comprendre que si, naturellement, notre corps
c'est quand il a faim, c'est quand il n'a plus faim. Encore une fois, je reprends l'exemple des bébés, mais on est avec cette capacité-là à savoir quand on a faim, à s'arrêter de manger quand on a faim. Les bébés savent très bien quand ils ont envie d'un biberon, quand ils n'ont plus envie d'un biberon. Cette capacité, on l'a tous en nous. Effectivement, après, en grandissant, il y a énormément de choses qui entrent et influencent cette capacité qu'on a déjà en nous. Mais si on grandit avec un entourage qui nous encourage à respecter ses sensations corporelles, si on grandit dans un environnement où on a accès à une diversité alimentaire, sans pour autant que ce soit parfait nutritionnellement parlant, parce que ça n'existe pas, une nutrition parfaite. Et si en plus on a la chance de vivre dans un entourage qui ne diabolise pas certains aliments, qui ne met pas sur un piédestal certains autres aliments et qui fait la même chose avec l'apparence, qui ne diabolise pas certaines apparences, qui n'est pas dans cette culture de l'apparence et de la minceur, ben en fait on a toutes les chances pour être complètement capable de manger sans se prendre la tête, de manger en écoutant sa faim, sa satiété, en écoutant ses envies et manger de manière équilibrée sur le long terme. En revanche, pour toutes les personnes qui ont eu une influence différente de ce dont je viens de parler là, ça va demander effectivement un réapprentissage. Et ce qu'on constate, c'est que ce que tout le monde fait, c'est un réapprentissage de qu'est-ce qu'il faut que je mange. En se disant, mes parents m'ont pas inculqué ça, donc il faut que j'apprenne à mieux manger. Et donc c'est ce qu'ils font, sauf qu'en fait, ils n'y arrivent pas. Et c'est pour ça que moi, quand je parle d'alimentation intuitive, l'approche de l'alimentation intuitive, c'est d'être capable de retrouver ces sensations-là. Ça ne veut pas dire que là, il suffit de claquer des doigts et vous allez retrouver ces sensations. Évidemment que non, c'est un travail de déconstruction de plein de choses. Mais le but, en tout cas, c'est d'aller vers cette capacité naturelle, c'est d'aller vers cette liberté de manger ce qu'on veut, parce qu'en fait, ce qu'on veut, ça sera assez diversifié en fait. Donc bon, j'ai l'habitude qu'on résume un peu enfin là je sais pas si elle parlait d'alimentation intuitive ou pas hein, mais voilà, souvent on réduit l'alimentation intuitive à manger à sa faim, manger à sa satiété, manger tout ce qui nous fait envie et basta, alors que franchement c'est pas du tout une manière de manger l'alimentation intuitive. Bref, je vous mettrai des vidéos en barre d'infos si vous voulez en savoir plus, j'en ai fait plein sur ma chaîne. Je pense que ça sera beaucoup plus pertinent que si je commence à parler de tout ça en profondeur ici. Mais voilà, le truc sur lequel je voulais insister, c'est que on a tellement l'impression d'être nous-mêmes incontrôlables face à la nourriture qu'on a l'impression d'avoir besoin d'un cadre que nous, en tant qu'être humain, on ne sera jamais capable d'écouter notre intuition. Alors que si c'est capable... Oula, ça ne veut rien dire. Alors que si on en est capable... étant donné qu'on est tous nés avec cette capacité-là. Simplement, il y a plein de choses qui ont interféré sur cette capacité et le travail à faire, c'est d'enlever toutes ces couches-là petit à petit pour retrouver cette capacité, mais on l'a tous et je trouve ça triste en fait c'est frustrant. J'ai envie que les gens sachent qu'on peut retrouver cette capacité et qu'on peut retrouver cette liberté. Que cette capacité, elle n'est pas réservée à certaines personnes qui ont eu de la chance. Pas du tout. On peut déconstruire tout ça et on peut retrouver ça. Moi, j'ai juste envie que les gens comprennent ça et parce qu'après, c'est vraiment la liberté, en fait. La liberté et une meilleure santé. La liberté, encore une fois, c'est pas manger du Nutella tous les jours. La liberté, c'est de manger... ce qui nous fait envie et ce qui nous fait du bien physiquement, mentalement, ce qui nous donne de l'énergie et de manger des choses qui nous permettent de rester en bonne santé physique et mentale. C'est ça le but en fait. Bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux je pense, mais il y a trop de sujets. Il y a trop de sujets à aborder. Et quand on ne sait pas vraiment comment écouter son corps, c'est là que c'est très dangereux. Il y a eu des tendances à des moments un peu où il y a des gens qui disent maintenant j'ai arrêté de manger sainement, je fais vraiment comme veut mon corps. Et puis un an après, elles m'écrivent ces personnes-là, elles me disent j'ai écouté mon corps, mais comme je ne sais pas écouter mon corps, j'ai repris 10 kilos. Et là, il faut tout reprendre. Je sais que c'est pas toujours hyper bien. Je pense que je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on vient souvent me dire. C'est souvent soit une peur qu'on a, soit quelque chose qui arrive.
voilà, j'ai mangé tout ce que je voulais, et bah, j'ai pris 10 kilos, donc bah, je vais refaire un rééquilibrage alimentaire parce que ça ne fonctionne pas sur moi. Encore une fois, si en faisant ça, vous pensiez faire l'alimentation intuitive, ben, ce n'est pas ça l'alimentation intuitive. Comme je viens de l'expliquer juste avant, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, l'alimentation intuitive, ce n'est pas une manière de manger. Manger tout ce que vous voulez quand vous voulez, c'est une manière de manger. L'alimentation intuitive, ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est intéressant de voir que le seul indicateur qu'on regarde, c'est j'ai repris 10 kilos. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Le but, effectivement, de l'alimentation intuitive, c'est pas de perdre du poids, c'est pas d'en prendre non plus, c'est d'être en paix avec son alimentation. A priori, ces personnes-là, au-delà d'avoir pris 10 kilos, elles sont surtout pas du tout en paix avec leur alimentation. Et c'est ça qui leur pose problème, et je comprends totalement, évidemment. Si pendant un an, tu te mets à manger tout ce que tu veux, tu prends 10 kilos et tu manges encore tout le temps des trucs sucrés, des trucs gras au quotidien, et que tu as l'impression d'être encore incontrôlable avec la nourriture, ben oui, t'es dans un état de détresse assez compliqué, et c'est pas du tout le but. Et c'est pour ça que si c'est votre cas, c'est très important de se faire accompagner pour ça, parce que c'est important de ne pas faire ce chemin tout seul, parce que en fait, c'est simplement pas l'alimentation intuitive que vous êtes en train de mettre en place. Et donc, si vous voulez mettre en place l'alimentation intuitive, c'est important de comprendre quelle est la démarche vraiment derrière et comment on peut l'adapter à votre cas personnel pour justement que ce soit adapté et à votre rythme et que ce soit positif en fait. Sinon, ça n'a que très peu d'intérêt, effectivement. Reçu, mais moi je vous recommande souvent de compter, pas dans le but de devenir des athlètes bikini, pas de compter toute l'année, compter pour se rendre compte qu'on ne mange pas équilibré, qu'on ne mange pas assez de protéines ou qu'on ne mange même pas assez. Avoir un outil pour jauger son alimentation. Parce que je vais aller encore plus loin. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, à mes débuts, quand j'écoutais mon corps, alors que j'étais totalement perdue pour la France, je mangeais sushi 3-4 fois par semaine, sachant que le hokkaido sushi est extrêmement glucidique et très sucré. D'ailleurs, il est cuisiné avec du sucre. J'étais addict. Et je mangeais 1200-1300 calories par jour en faisant du sport 5 fois par semaine. Donc je me nourrissais peu, mal, et je faisais du sport régulièrement. C'était extrêmement nocif. Ne le faites pas. En fait, c'est intéressant parce que là, elle dit qu'elle s'écoutait à cette époque-là. En fait, étant donné tout l'historique qu'elle vient de raconter, ça m'étonnerait qu'à ce moment-là, elle s'écoutait vraiment. Je pense qu'elle était dans une optique de perte de poids, avec tout ce qu'elle vient de nous dire avant, elle explique bien qu'elle ne s'est jamais vraiment fait confiance vis-à-vis de la nourriture. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on s'écoute, parce qu'en fait, on a déjà un rapport compliqué à la nourriture, on a déjà un mauvais rapport à la nourriture, et en fait, nos prises alimentaires, elles sont complètement en réaction à toutes ces règles, à toute la pression, toutes les attentes qu'on se met vis-à-vis de ce qu'on devrait manger et ce qu'on ne devrait pas manger. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on constate, c'est que ces moments où on a l'impression de s'écouter parce qu'on mange des choses grasses et sucrées, on ne fait pas vraiment le lien avec le comportement alimentaire qu'on a au quotidien. C'est-à-dire que bien souvent, ces craquages où on a l'impression de s'écouter, ils interviennent en fait dans un cadre où au quotidien on contrôle ses portions alimentaires, où on contrôle son alimentation. Et en fait, là où on a l'impression de s'écouter quand on mange des trucs gras et sucrés, est-ce qu'en fait on ne serait pas simplement en réaction au contrôle qu'on s'impose au quotidien? Parce que oui, quand on s'impose un certain rythme alimentaire, il va forcément y avoir des moments où on a besoin de lâcher prise. Et donc à ce moment-là, on va manger des choses grasses et sucrées. Et en fait, on va avoir l'impression que dans ces moments-là, vu que c'est des envies urgentes, limite incontrôlables de manger, à ce moment-là, on va se dire ah bah voilà, quand je m'écoute, c'est ça dont j'ai envie. Sauf qu'en fait, ces envies-là, elles sont là en réaction. Ces envies-là, elles n'existeraient pas, en tout cas pas de manière aussi intense, si le reste de l'alimentation n'était pas aussi contrôlé par ailleurs.
Et du coup, c'est normal de penser que si on écoute son corps, si on écoute ses envies, on va manger que ces trucs gras et sucrés, parce qu'en fait, c'est ce qu'on vit, c'est notre expérience, donc c'est complètement compréhensible. Mais c'est intéressant de prendre un peu de recul et de se dire, mais en fait, est-ce que si j'ai ces envies-là, c'est pas parce qu'à côté, il y a plein de choses que je ne m'autorise pas, parce que mon alimentation est de manière générale assez contrôlée. Ça permet de changer un peu d'angle de vue et de se dire, ok, le problème qui, je pensais, était c'est le fait d'écouter mes envies. Est-ce que ce serait pas plutôt le fait que je contrôle autant mon alimentation? Je pensais que 1800 calories, c'était pour la prise de masse. Aujourd'hui, je suis en déficit à 1800 calories. Au moins aujourd'hui, je pense que j'ai quand même suffisamment de notions sur moi-même, sur ma nutrition pour écouter mon corps. C'est-à-dire qu'il y a des matins, quand je me lève, je ne prends pas mon petit déjeuner tout de suite. Et si j'ai vraiment des nausées ou que je sens absolument aucune faim, je ne mange pas. Par contre, je ne saute pas un repas, je le compense, je le dis, je mange plus pendant mon repas du midi, ma collation et le soir, pour quand même avoir mes apports sur la journée. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez mon avis sur le jeûne intermittent, c'est-à-dire que c'est pas une méthode miraculeuse, c'est une manière de gérer et de répartir sa nutrition sur la journée, ses repas. Les gens qui disent oh, je saute le petit déjeuner, je fais le jeûne intermittent, mais qu'il reste de la journée, ils mangent que dalle. C'est pas le jeûne intermittent, t'as compris? Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Il faut que chacun trouve, soit en jeûne, soit en 4 à 5 repas, la manière qui lui convient. Tout va dépendre de vous. Et n'hésitez pas à vous faire aider par des spécialistes aussi. Quand savoir finalement quand on a vraiment faim alors? Comment savoir si on doit le gérer ou ne pas du tout le gérer? Il faut pas forcément être dans le contrôle de sa faim, mais il faut être dans la compréhension, l'analyse. Il y aura forcément une phase d'apprentissage. Vous allez tester plein de choses pour voir ce qui vous correspond le mieux. Vous pouvez le faire en autodidacte ou comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous faire aider par des professionnels. Investissez, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire dans votre vie, de savoir comment manger, vous faire du bien et vous débarrasser de cette charge mentale-là supplémentaire. D'ailleurs, ne voyez pas vos assiettes de manière individuelle. Essayez de voir vos repas sur le contexte de votre journée de manière globale. Là, juste pour revenir sur la fin, je trouve ça intéressant parce qu'elle est dans une démarche voilà, d'expérience et elle dit elle-même que ça s'apprend. Donc je suis complètement d'accord avec elle. Même si c'est quelque chose d'inné à la base, si il y a plein de choses qui ont interféré avec cette capacité qu'on avait, ben oui, ça se réapprend sans problème. Du coup, ce que je trouve étrange, c'est que là, elle dit que ça s'apprend, alors que juste avant, elle disait, non, en fait, tout le monde ne peut pas manger à sa faim. Si, oui, dans le sens où tout le monde peut l'apprendre, tout le monde peut revenir, peut retrouver cette capacité-là. Donc je pense qu'on est d'accord, mais qu'il y a juste... elle comprend ça parce qu'elle le dit, mais je pense qu'il y a voilà, une incompréhension quelque part, pas une incompréhension, une incompréhension, on va dire. C'est bien aussi. Déjà, ce petit schéma-là, cette petite gymnastique va beaucoup vous apporter, vous faire déculpabiliser. L'important restera d'atteindre quand même un certain nombre de calories pour vous nourrir suffisamment, avoir suffisamment d'énergie dans le contexte toujours du sport et pour éviter que ça impacte votre santé. Mais voilà, il n'y a aucune méthode, aucune vidéo sur internet qui est vérité universelle, même celle-ci. Vous trouverez forcément des vidéos qui vont contredire ce que je vous dis aujourd'hui et ça sera tout à fait normal. Moi, je préfère et je favorise sur ma chaîne les petits déjeuners. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas le droit ou que je vous recommande pas de faire le jeûne intermittent ou de faire autrement? Absolument pas. C'est ma manière de fonctionner, donc c'est celle que je transmets, c'est celle que je partage. Mais voilà, écouter son corps, ça ne veut pas dire manger tout et n'importe quoi, n'importe comment, en justifiant de c'est comme ça, j'écoute ma nature profonde. On n'est plus à l'époque de nos ancêtres. C'est plus du tout le même contexte. Il y a des centaines d'années d'industrialisation qui sont passées. La gestion du stress, vous me voyez souvent sur les réseaux sociaux, je vous partage de la méditation. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur le sommeil, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, parce qu'elle est très complète, elle traite de ce sujet-là. Ce ne sont pas des méthodes miracles. Ça permet juste d'apaiser sur le moment, de traiter, d'apprendre à se gérer émotionnellement un petit peu, mais ça ne traitera pas votre cause profonde. Ça va juste venir passer de la pommade sur la surface, mais pas sur le problème qui est en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je peux que vous recommander de faire du yoga, des étirements, d'avoir des moments, vous avez des pauses un peu de votre charge mentale, vous prenez des moments pour vous, des choses que vous n'avez jamais fait. Si vous avez des choses profondes, n'hésitez pas à en parler à vos proches. N'hésitez pas à en parler à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants, à vos proches, à vos parents.
Et si jamais vous n'avez pas de contexte familial qui soit propice, allez voir un psy. C'est génial les gens qui arrivent à avoir suffisamment de recul pour se dire qu'un psy va les aider et que c'est pas une honte. On devrait tous aller voir des psys, je pense. On a tous des névroses. Faut pas rester dans une situation qui vous bloque. Et alors peut-être que c'est des choses que vous n'arriverez pas à faire tout de suite, c'est peut-être des choses que vous ferez dans quelques années. Chacun voit midi à sa porte. N'hésitez pas à partager votre histoire en commentaire. On fera attention avec mon équipe à modérer pour que vous soyez vraiment dans un espace de bienveillance et où vous ne soyez pas jugés ou opportunés avec vos témoignages. Si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit like, à la partager autour de vous. Moi, je vous fais plein de... Donc cette vidéo, elle a dit beaucoup de choses. Du coup, j'ai rebondi sur plein de choses et c'est un peu compliqué de conclure cette vidéo étant donné qu'elle a abordé beaucoup de sujets et du coup, j'ai rebondi sur beaucoup de sujets différents. Au final, elle parle de son alimentation émotionnelle. Elle donne quelques pistes à la fin en parlant de méditation, de yoga. Moi, j'aimerais conclure sur le fait que déjà, je trouve ça intéressant qu'elle ait fait une vidéo sur ça parce que je pense que ça touche énormément de gens. D'ailleurs, je sais qu'elle avait fait une autre vidéo avant où elle annonçait qu'elle allait faire une vidéo sur ça et que beaucoup de personnes ont mis en commentaire qu'elle serait très intéressée. On m'a envoyé la vidéo en MP plein de fois. Donc je pense que ça reflète bien la réalité de ce que les gens vivent, c'est-à-dire que ils ont une mauvaise relation à la nourriture, ils mangent leurs émotions. Et donc je trouve ça top qu'elle aborde le sujet et je pense que ça serait super intéressant que de plus en plus de personnes abordent cette réalité-là parce que malheureusement aujourd'hui c'est quelque chose de honteux et je trouve ça top qu'elle ait pu en discuter avec son copain parce que comme elle le dit à la fin, c'est important de réaliser que c'est pas mal, que c'est pas tabou, qu'il n'y a rien de tabou à tout ça et surtout que ça concerne énormément de gens, énormément de femmes notamment, mais voilà, énormément de gens. Donc voilà, je trouve ça super qu'on puisse davantage en parler. Ce qui me paraît intéressant, c'est que bien souvent, le focus sur ce qui se passe, sur la conséquence, c'est-à-dire je mange mes émotions, donc je mange trop, j'ai des pulsions alimentaires. On se focus sur le comportement en essayant de l'éradiquer. Alors qu'en fait, ce comportement de manger ses émotions n'est qu'une conséquence de comment on voit l'alimentation, n'est qu'une conséquence aussi de son rapport à soi-même. Elle parle de la confiance en soi et tout ça. Et je pense que c'est important, mais je pense qu'on a trop tendance à se focaliser sur ses émotions alors qu'on n'a pas encore réglé notre rapport à la nourriture. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, on a tendance à balayer ça un peu trop rapidement parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on n'a plus des attentes irréalistes, on se met plus la pression comme avant pour manger très peu et de manière parfaite, voilà, on est plus flexible, donc on a l'impression que ce problème, ça y est, il est réglé et que maintenant on peut passer à nos émotions. Et même si c'est très intéressant de travailler sur nos émotions, je pense que voilà, on balaye ce sujet du rapport à la nourriture un peu trop vite, parce que la réalité c'est que la pression sur notre apparence, la pression sur ce qu'on mange, si vous vous posez la question honnêtement, souvent elle prend encore, toujours, beaucoup de place dans notre quotidien. Donc si c'est le cas, c'est qu'il y a encore du travail à faire sur ce sujet-là en particulier. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que elle le dit, et je pense que si vous avez fait la même expérience qu'elle, vous l'avez sûrement ressenti aussi, le fait de flexibiliser son alimentation, le fait de se mettre moins la pression sur son apparence, c'est-à-dire de viser des objectifs qui sont peut-être plus réalistes, en général, ça vous a déjà aidé à apaiser un peu votre rapport à l'alimentation. Mais vous sentez que c'est pas tout à fait terminé, qu'il y a encore cette nourriture émotionnelle. Mais moi, la question que j'ai envie que vous vous posiez, c'est est-ce que réellement cette pression sur votre corps, sur votre alimentation, est-ce qu'elle est vraiment partie? Et si elle fait encore énormément partie de votre quotidien, pourquoi pas continuer encore sur ce travail-là comme vous l'avez fait avant. C'est-à-dire que vous vous êtes détaché d'un idéal parfait, ça vous a permis d'améliorer votre rapport à l'alimentation. Pourquoi pas continuer encore dans cette direction-là, étant donné que vous avez déjà observé que ça fonctionnait pour vous. Pourquoi à ce moment-là s'arrêter sur ce travail-là et chercher forcément ailleurs alors que y a encore plein de travail à faire sur notre rapport au corps, sur notre rapport à notre alimentation.
Voilà, j'espère que ça aura été assez clair. Pourquoi j'insiste autant sur le rapport à l'alimentation et pourquoi je pense qu'on balaye un peu trop vite alors que cette problématique, elle est encore au cœur de notre quotidien et elle prend encore beaucoup de place. Même si j'ai bien conscience que c'est un travail qui fait peur, de travailler encore sur notre corps. Voilà, on peut très bien se dire j'ai déjà travaillé sur mon corps, voilà, j'ai pris quelques kilos. Ça me fait peur de travailler encore sur mon corps. J'estime que c'est assez parce que je ne me vois pas prendre d'autres kilos. Il n'y a aucun problème à ça. Vous avez complètement le droit d'avoir cette peur-là ou ne pas avoir envie d'aller plus loin. Simplement, je pense que c'est important de se poser des questions de manière honnête sur ok, j'ai travaillé sur ça, je sens que mon rapport au corps il est toujours pas serein, mais je me vois pas aller plus loin et c'est ok. Simplement, voilà, c'est très différent de non, mais j'ai déjà travaillé sur mon rapport au corps, mais aujourd'hui j'ai plus de problème, donc je vais m'intéresser à d'autres sujets comme mes émotions, alors qu'en fait, on se sent encore super mal dans notre corps ou on a encore un objectif physique qui prend beaucoup de place au quotidien. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura un peu permis de voir les choses autrement. Je trouve ça intéressant en tout cas moi de discuter sur ce sujet-là. D'avoir ces discussions qui ont de plus en plus lieu sur YouTube. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire, à me dire un peu comment vous voyez les choses et où vous avez l'impression d'en être vous dans votre rapport à l'alimentation. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.